Alors, bienvenue aux entrevues citoyennes 2014 de la Jeune Chambre économique du Grand Avignon. Notre association a mis sa neutralité et son indépendance au service du débat aux élections municipales. Nous sommes allés à la rencontre des Avignonnais qui nous ont fait remonter leurs questions aux candidats. Philippe Lotio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes le candidat du Rassemblement Bleu Marine. Nous Oui. allons commencer par la première question. Alors, l'expression Avignon Ville-Musée est revenue plusieurs fois lors du questionnaire. Quelles sont vos propositions concrètes pour redynamiser le centre-ville ? Alors déjà, ville-musée, c'est plutôt... Ça peut être aussi peut avoir un côté positif, parce que ça veut dire qu'on a quand même un patrimoine qui est exceptionnel, entre les remparts, le patrimoine culturel, les musées également. Mais c'est vrai que le centre-ville est en train, petit à petit, de se dévitaliser complètement et de se vider. Alors, je crois qu'il y a plusieurs problèmes, en fait, qui se juxtaposent et qui nécessitent tout un ensemble de solutions. Le premier problème, c'est la sécurité. Moi, je vois énormément de gens qui me disent « on n'ose plus sortir le soir dans le centre-ville, on n'y va plus parce que problème de sécurité », vraiment des gens de tous âges. Donc la première chose, c'est de rétablir à cet endroit la sécurité pour redonner envie aux gens de sortir dans le centre. Deuxième problème aussi, c'est la question de la propreté et du cadre de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans certaines rues du centre-ville, on voit des amas d'ordures, on voit des tags, on voit des façades qui sont pas ravalées. Donc faire un centre-ville plus accueillant et plus sûr va déjà donner envie aux gens de le fréquenter davantage. Je crois qu'après, il y a un énorme problème qui est celui du stationnement. C'est-à-dire se garer dans le centre-ville, j'en fais régulièrement l'expérience, est quelque chose d'assez compliqué. Donc il y a certainement une politique du stationnement à remettre en œuvre avec les trois axes complémentaires que sont les parkings relais, les parkings souterrains et le stationnement en surface qui doit certainement être davantage rotatif. Donc il y a une complémentarité à faire. Il faut inciter les gens à aller dans les parkings souterrains. Je crois notamment qu'il faut mettre en œuvre la première heure systématiquement gratuite. Comme ça, vous avez des courses à faire, vous ne posez pas de questions, vous posez le véhicule. Il faut trouver des formules de forfait. Ça existe dans d'autres villes, restaurants, cinéma, parking. Comme ça, moi j'ai des gens qui me disent on aime bien aller dans le cinéma dans le centre, et même un cinéma d'art et d'essai, mais on n'y va pas parce que ça nous coûte plus cher en parking qu'en place de cinéma. Donc tout ça, il faut vraiment travailler et trouver des formules là-dessus. Ensuite, le cœur du centre-ville, on a un problème aussi, c'est le nombre de logements vacants. On a un taux de logements vacants dans le centre qui est plus du double, selon l'INSEE, de la moyenne nationale. Et c'est vrai que le centre a perdu la moitié de ses habitants en un peu plus de 30 ans. Donc on a un nombre de logements vacants considérable, il faut les remettre sur le marché. Comment les remettre sur le marché ? Je crois qu'il faut accompagner les propriétaires d'une part pour la rénovation, car vous avez un certain nombre de logements qui sont vacants parce qu'ils ne sont plus aux normes, et vous avez aussi des propriétaires qui ne veulent pas louer parce qu'ils hésitent, est-ce que je vais être payé, comment je vais récupérer mon appartement. Donc là il y a des systèmes aussi qui servent notamment aux étudiants et aux jeunes ménages aux revenus modestes insérés professionnellement, c'est des systèmes Solibail notamment, qui permettent d'avoir une garantie de loyer pour les propriétaires, et tout ça va permettre de remettre sur le marché des logements vacants. Et tout ça, à mon sens, va recréer... La ville est plus sûre, la ville est plus accueillante, on peut stationner plus facilement, il y a plus de monde dans le centre. Et bien tout ça va recréer un cercle vertueux qui va faire que petit à petit, eh bien, le commerce va se redynamiser, à condition, là aussi, qu'on ne mène pas le tramway ni rue de la République, ni jusqu'au Pontet, ce qui, à mon sens, est une grave erreur pour le commerce du centre-ville. Et donc, on rentre dans un cercle vertueux qui va faire que le centre-ville va à nouveau revivre, parce que c'est vrai que, pour m'y promener certains soirs, c'est quand même un peu mort. Justement, vous venez de parler de la propreté. Oui. Les Avignonnais trouvent que des efforts pourraient être faits pour la propreté dans la ville. Avignon est par ailleurs particulièrement en retard au niveau du tri sélectif. Quelles sont vos réponses pour pallier ce retard ? Alors, c'est vrai qu'on arrive dans Avignon, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que la ville n'est pas propre, je veux dire. Alors, pour peu qu'il fasse du Mistral, vous avez des sacs éventrés qui se baladent au milieu des rues, etc., etc. Je crois qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est celui de l'organisation et des horaires de collecte. Il faut trouver un système qui permette à ce que les bacs, notamment de collecte ou les sacs, soient sortis à certaines heures, récupérés immédiatement et re-rentrés. Donc je crois qu'il y a une organisation, ce qui dépend de la communauté d'agglomération, à revoir sur, d'une part, les horaires de collecte. On a aussi un problème, ce sont les containers. Quand vous vous promenez, c'est vrai qu'il y a des immeubles qui ne peuvent pas avoir de bacs de par leur configuration. Mais vous avez des containers qui sont, où il y a plus de choses dehors que dedans.
qui sont mal foutus. Je prends l'exemple, on parlait du tri sélectif. Hier, j'avais un grand carton à devoir mettre dans un container. J'ai dû passer du temps à le plier, replier, etc. pour qu'il puisse rentrer. Tout le monde passe pas ce temps-là et généralement, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez votre carton, vous le mettez à côté, il s'envole, etc. Donc il y a un problème vis-à-vis aussi de ces containers qui sont mal faits et qui entraînent extrêmement de nuisances. Donc il y a des containers qui sont enterrés, ça a commencé à être fait, c'est vrai que ça a un coût, mais je crois qu'on y gagne aussi en propreté de la ville. Et après, il y a d'autres systèmes, et notamment un système qu'il va falloir étudier, pas tout de suite, ça nécessite une vraie réflexion sur sa mise en œuvre, mais d'autres villes l'ont mise en œuvre dans certains quartiers, je pense notamment à Issy-les-Moulineaux, sont des systèmes de collecte enterrée pneumatique qui permet, après un investissement, de regagner un petit peu sur le fonctionnement. Je crois qu'il y a aussi un problème d'intervention des équipes. C'est vrai que j'ai certains de mes colistiers qui ont pris un certain nombre de photos dans des quartiers, je pense à Saint-Ruf, je pense à Montclar. Hop, ils prennent une photo d'un ensemble de déchets, ils reviennent une semaine plus tard, alors que ça a été signalé, le tas est toujours là. Donc il y a un problème d'organisation, d'équipe d'intervention rapide, parce que c'est insupportable quand en bas de chez vous, vous avez un tas d'ordures, vous appelez, une semaine plus tard, c'est toujours là. Donc ça, il faut vraiment mettre en place et réorganiser des équipes d'intervention rapides. Sur le tri sélectif, je pense qu'il y a un vrai problème aussi de sensibilisation des habitants. Il y a certainement une campagne à faire, d'une part, pour la propreté de la ville, parce que si la ville est sale, c'est aussi parce qu'un certain nombre d'habitants font tout et n'importe quoi. Donc là, il y a sensibilisation et verbalisation sur les dépôts sauvages, ça va de pair. Et il y a aussi une sensibilisation sur le tri sélectif, certainement une campagne d'affichage, une campagne d'information. Et il y a ce qu'on appelait les ambassadeurs du tri, qu'il faudrait peut-être un petit peu relancer pour expliquer aux gens le pourquoi du comment et ce qu'il faut faire. Et dernier point qui n'est pas neutre, c'est aussi avoir davantage de sacs et d'espace pour les chiens, parce que vous avez certaines rues où circuler devient un parcours du combattant, et néanmoins, il faut bien que les chiens fassent ce qu'ils ont à faire. Donc il y a certainement des petits espaces à mettre en œuvre. Alors, la rentrée septembre 2014 marquera la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à Avignon. Quelle organisation globale présenterez-vous aux familles ? Alors, cette réforme des rythmes scolaires, c'est vrai qu'elle a été amenée sans concertation et il faut la mettre en œuvre avec un coût réel pour la collectivité. Maintenant, c'est la loi, il faut la mettre en œuvre pour la rentrée 2014, donc on va y travailler. Je crois qu'il faut faire la chose en 2 temps. On n'a pas le temps, entre avril et juin, de poursuivre une vraie concertation. Donc il faut trouver un système qui soit le plus bénéfique pour les enfants et le moins pénalisant sur les familles. Parallèlement, je crois qu'il faut lancer de véritables assises du temps scolaire, mais il faut quelques mois, ça ne se fait pas en 2 mois, où on puisse associer le corps enseignant, les parents d'élèves et les conseils d'école, les intervenants extérieurs, pour trouver des solutions pérennes. Sur la première année, ce que je veux faire, c'est ne pas modifier aujourd'hui les horaires actuels. Réforme du temps scolaire, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est une demi-journée supplémentaire, ici le mercredi matin, et c'est dans la semaine 3 heures d'activités culturelles, sportives, de loisirs pour les enfants. Ce que je souhaite, c'est qu'on garde les horaires 13h30, 16h30, avec sur 2 journées une plage d'1 heure et demie d'activité, une plage entre 13h30 et 15h, une plage entre 15h et 16h30. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir, sur les 360 classes, d'avoir 4 plages différentes et d'avoir en même temps 90 classes avec ce système qui vont pratiquer des activités. 90 classes, c'est gérable en termes d'intervenants, c'est gérable en termes d'équipement, tandis que si on a 180 ou 360 en même temps, c'est ingérable. Donc ça, c'est un premier point, les plages. Et garder ce système 13h30, 16h30. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on va y faire ? Sur 90 intervenants ou groupes d'intervenants à avoir, je pense qu'on peut avoir 3 choses. On peut avoir d'une part des ateliers dans les écoles autour du jeu d'échecs, de l'éveil musical, de l'art, etc. Donc ça, c'est un premier point avec des intervenants extérieurs. On peut avoir également un centre d'accueil de loisirs sans hébergement, ALSH, sur 1 heure et demie, avec des activités plus ludiques. Et enfin, des sorties sportives et culturelles. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il va falloir trouver et former rapidement des animateurs et vraiment travailler avec le monde associatif et toutes les institutions culturelles, les musées, le conservatoire, ainsi que les théâtres permanents. Et là, on peut arriver à avoir des activités bénéfiques pour les jeunes pour la première année en gardant le rythme actuel. Et après ces assises du temps scolaire, on verra le rythme qui paraît le plus adapté, le plus conforme aux attentes de chacun. Alors, vous l'avez évoqué, face au sentiment d'insécurité actuel, quelles sont les mesures phares de votre programme ? Alors,
Sur la sécurité, c'est vrai que sur 9 Avignonnais sur 10 que je vois, quand je leur parle de leur premier problème, c'est la sécurité. Je crois qu'il y a 4 choses. Le premier point, c'est de renforcer les effectifs de la police municipale, de la faire tourner 24 heures sur 24, avec des équipes de jour qui feront de l'îlotage, qui seront connues des commerçants, qui seront connues des habitants. Ça sera toujours les mêmes équipes dans des quartiers déterminés. Ça, c'est un premier point. Et avec la nuit, des brigades de nuit spécialisées. Renforcer les effectifs, renforcer la vidéosurveillance avec notamment ce qu'on appelle des caméras nomades, c'est-à-dire des caméras qui permettent d'être transplantées rapidement pour faire face à des problèmes ponctuels, parce que sinon le temps d'installer des caméras, le coût devient totalement ingérable. Donc ça, moyen, police municipale et vidéosurveillance. Deuxièmement, je crois qu'il faut un certain nombre d'actions ciblées, c'est-à-dire aux abords des établissements scolaires. Il faut certainement que les policiers municipaux soient davantage aux abords des établissements scolaires. Il faut qu'ils soient plus proches des commerçants également. Ça, c'est une forte demande des commerçants. Donc, il y a vraiment un lien à établir avec des policiers référents pour les commerçants. Il faut qu'ils soient parfois en accompagnement des seniors, quand ceux-ci n'osent plus aller chercher de l'argent aux distributeurs parce qu'ils se sont fait agresser, etc. Et je crois qu'avec toutes ces mesures, en étant plus proches aussi des habitants dans les halls d'immeubles, les policiers municipaux peuvent intervenir en accord avec les syndics auprès des halls d'immeubles, donc plus de présence, plus de visibilité, et je crois que c'est important pour tout le monde. Deuxième point qui est important également, c'est une tolérance zéro vis-à-vis de ce qu'on appelle les incivilités, mais qui en fait sont des délits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on laisse faire un certain nombre de choses, eh bien on en laisse faire de plus en plus, et quand moi j'entends parfois la police municipale ou la police qui dit « Ouh là là, ça d'accord, normalement on n'a pas le droit, mais on va laisser faire parce qu'on ne veut pas de provocation », c'est totalement ingérable. Moi, faire respecter la loi, j'appelle pas ça de la provocation, j'appelle ça simplement vivre dans un état de droit et vivre dans un état républicain. Donc il faut qu'on revienne là-dessus. Et dernièrement, un travail de prévention avec les familles et également avec les habitants. Ça veut dire quoi? Prévention des cambriolages en zone pavillonnaire, c'est le système des voisins vigilants. Associer les comités de quartier aux questions de sécurité. C'est également, à mon sens, proposer plus de soutien scolaire pour les plus jeunes et plus d'activités d'accompagnement sportives notamment et culturelles pour éviter qu'on ait des jeunes qui ne savent pas trop quoi faire et qui errent un petit peu dans la rue. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, sensibiliser les familles. Ça veut dire d'une part, une aide à la parentalité pour des familles qui sont débordées, parfois des familles avec des parents isolés qui ont beaucoup de mal vis-à-vis avec leurs jeunes enfants. Mais c'est également prendre un certain nombre de mesures. Par exemple, quand il n'y a pas un travail d'éducation normale des enfants qui est fait, le Code civil prévoit qu'il y a un délégué aux prestations familiales qui gère pour s'assurer que les prestations sociales sont utilisées correctement pour l'éducation des enfants. Donc c'est tout un panel de mesures que nous allons prendre d'urgence parce que c'est vraiment le problème numéro 1 des Avignonnais. Et sans ça, on n'arrivera à rien. Sans ça, on n'attirera pas les entreprises. Sans ça, on ne fera pas sortir les gens. On ne réanimera pas le centre-ville. Donc tout tient véritablement à cela. Alors, selon les Avignonnais interrogés, la proportion de personnes vivant dans la rue est particulièrement élevée à Avignon. Comment comptez-vous faire évoluer cette situation? Alors, je séparais 2 cas. Il y a les sans domicile fixe, je dirais, avignonnais, ceux qui ont été un peu malmenés par la vie et qui, pour des raisons X ou Y, se retrouvent sans logement à la rue, ce qui peut même arriver à des gens qui travaillent. Vous avez des gens en revenus faibles qui, à la suite d'un divorce, etc., dorment dans leur voiture alors qu'ils sont même salariés. Donc je crois qu'il y a un véritable effort à faire au niveau des services sociaux de la ville et du département. En ce qui concerne le SAMU social qui est mené par la Croix-Rouge de manière assez admirable, il y a vraiment un travail d'approche à faire et il y a un certain nombre d'associations avec des centres d'hébergement et je pense aussi qu'il faut certainement renforcer le nombre de places en centres d'hébergement. Maintenant, Avignon ne peut pas non plus accueillir tous les SDF de France et de Navarre. Et le problème, c'est que c'est devenu un petit peu un lieu où se concentrent des gens qui viennent de l'extérieur, seuls, parfois avec leurs chiens. Il n'y a qu'à remonter les rues de la République, on le voit. Et c'est ça qui est la difficulté. Il ne faut pas qu'une action réelle par rapport à ceux qui en ont vraiment besoin, qu'il y ait une sorte d'effet d'appel où les gens se disent je vais venir à Avignon, comme ça je serai pris en charge, etc. Donc je pense qu'il faut aussi avoir une politique ferme. On a des arrêtés municipaux qui interdisent la
la mendicité agressive, il y a des contrôles sanitaires à faire avec les chiens, il y a des arrêtés qui interdisent l'ivresse publique. Et là, je crois qu'il faut avoir un vrai travail pour les faire respecter, parce qu'à côté d'une mesure d'accompagnement, il faut aussi qu'on fasse respecter la loi, qu'on évite des comportements qui nuisent à l'image de la ville et qui pourrissent la vie des Avignonnais, et que ceux qui se disent « je vais venir à Avignon parce que c'est un bon endroit pour squatter, etc., se disent qu'ils ne sont pas les bienvenus sur Avignon. » Donc je crois qu'il y a deux cas de figure à distinguer. Alors, hors festival, pratiquement tous les Avignonnais jugent leur ville endormie. Comment réveiller Avignon tout au long de l'année? Alors, je suis un peu surpris. Je suis un peu surpris parce que quand on regarde tout ce qu'il y a à Avignon, c'est quand même énorme. Vous avez l'opéra, vous avez les théâtres permanents, vous avez des musées, vous avez des cinémas, notamment d'art et d'essai en centre-ville. Vous avez la salle de spectacle de Montfavet où il se passe des choses. Vous avez les Passagers du Zin qui font des concerts, rock, musique nouvelle, etc. Donc il se passe beaucoup de choses quand même sur Avignon. Mais c'est vrai que la sensation quand on discute avec les Avignonnais, c'est qu'il ne se passe rien. Donc je crois qu'en premier lieu, il y a un problème d'information et de communication sur tout ce qui se passe. Moi, je suis partisan d'avoir un petit magazine, vous savez, ça existe dans un certain nombre de villes, un petit magazine, alors peut-être pas hebdomadaire, peut-être 2 fois par mois, une fois par mois, qui parle de tout ce qui se passe à Avignon avec des interviews, etc. Et je pense que la ville, et c'est son rôle avec les différents acteurs, de promouvoir et d'accompagner ça. Donc je crois qu'il y a un premier problème d'information. Le deuxième problème aussi, on le disait tout à l'heure, c'est que beaucoup de gens ne sortent plus dans la ville, donc il faut redonner aux gens envie de sortir. Il faut aussi que les lieux ne soient pas uniquement concentrés dans le centre. On a aujourd'hui la Fabrica, il peut y avoir des choses à Montclar, il y a la salle de Montfavet, donc il faut diversifier en termes d'espace. Et c'est vrai qu'il faut remettre un certain nombre d'événements. Moi, je suis pour une grande exposition transversale tous les ans impliquant les différents sites culturels, mais également les écoles, etc. Je suis pour qu'on utilise davantage le parc des sports pour des grands événements culturels. Et je suis pour qu'on revitalise un certain nombre de lieux pour en faire des espaces culturels, l'ancienne prison ou le monastère de Montfavet. Philippe Lotio, merci. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.